Pico rouge est en train de se charger. Oh, le Pico rouge est là. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce 11e récit en direct. Donc, deuxième de l'année 2020-2021, mais 11e d'une série. Donc, on avait débuté les récits en direct au printemps dernier. Le récit en direct aujourd'hui se nomme « Inscrire la motivation et l'engagement des élèves dans le temps ». Donc, ça va être un sujet qui va être extrêmement intéressant, surtout avec ce qu'on est en train de vivre présentement, des élèves qui sont en présence, des élèves qui sont à distance. Avec moi aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, beaucoup d'intervenants de la FEF qui vont être là. Donc, les 4 conseillers pédagogiques du récit, Benjamin, Maude, France et Guillaume qui sont là. On a aussi deux invités de marque. Donc, Patrick Lheureux qui va être là, donc qui est responsable du secteur pédagogie au primaire, et Patrice Daou qui est le directeur des services complémentaires et de la vie scolaire. Donc, on va tous, à différents moments, interagir dans le cadre du récit en direct. Un récit en direct aujourd'hui qui va parler d'engagement et de motivation, mais pour alléger un petit peu le discours, on va tout de suite vous indiquer qu'on va principalement parler d'élèves qui sont à la maison sur une longue période. Donc, on a probablement tous des élèves qui sont actuellement à la maison, surtout pour une raison médicale liée à la COVID. Mais on va articuler notre discours sur cette situation-là parce qu'on juge que ça va être facilement transférable. Donc, si on s'adresse à un groupe d'élèves qui est à la maison sur une plus longue période, après ça, on va être capable d'appliquer des trucs, des propos, des façons de faire aux élèves qui sont à la maison pour une plus courte période, soit pour le confinement d'un groupe, ou dans le cadre de l'attente d'un résultat, par exemple, dans le cadre de la COVID. On va parler aussi de socialisation. Donc, vous savez, entre autres, l'École québécoise a une triple mission, celle de qualifier, celle d'instruire et celle de socialiser. Et on va parler de socialisation des élèves au regard vraiment de la vie scolaire. Mais la vie scolaire au sens large, donc, qui va à la fois inclure ce qu'on pourrait appeler le parascolaire ou ce qui se passe à l'extérieur des cours, donc toute la vie qui se passe à l'extérieur des cours et la vie pédagogique qui se passe à l'intérieur des cours. Mais quand on prend ça globalement, parce que pour l'élève, là, pour lui, l'école, c'est un tout. Donc, on va à la fois parler de la vie pédagogique, de la vie scolaire, mais en s'assurant de répondre à un besoin de socialisation de l'élève. À la fin du récit en direct, on va vous dire certaines choses pendant à peu près les 45 prochaines minutes. On va dire beaucoup de choses, mais sachez qu'il y a une infographie qui va vous être présentée dans laquelle vous allez retrouver une multitude de ressources, des documents de référence. Donc, on vous invite à les consulter après le récit en direct pour pouvoir poursuivre votre réflexion au sujet de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, je ne fais pas plus longtemps que ça. Je passe tout de suite, je fais une passe à mon collègue Guillaume qui va, entre autres, s'assurer que collectivement, on puisse définir un vocabulaire commun. Donc, Guillaume, je te laisse la parole. Oui, alors merci beaucoup, Christian, pour l'introduction. Ce que vous avez sous les yeux, c'est l'infographie que nous avons préparée pour vous. Et comme Christian l'a mentionné, dans chacune des bulles, vous allez trouver des ressources, les références sur lesquelles on s'est appuyé pour préparer notre récit en direct. Donc, la vie scolaire au service de la motivation. Parce qu'un des enjeux et on va le situer dans le temps. Un des enjeux présentement, c'est vraiment la motivation des élèves. Et ce que j'aimerais faire avec vous, dans le fond, c'est prendre le temps de déterminer, de bien définir les concepts. On va y aller très rapidement, inquiétez-vous pas. Ensuite, on va parler justement de l'esprit de communauté en classe. Et finalement, on va y aller au niveau du niveau scolaire. Donc, pour vous repérer dans l'infographie, vous avez les différents éléments qui sont là. Au niveau de l'infographie, on va aussi ajouter un élément après coup, donc la visio, l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui sera présent. On va ajouter une icône là, après coup. Donc, entrons dans le vif du sujet. Donc, on va définir certains concepts là, avant d'aller plus loin. L'engagement versus la motivation. Donc là, je ne veux pas vous faire un cours d'université, mais en gros, la motivation, c'est quelque chose qui se passe vraiment au niveau de la tête de la personne, qui est interne. Donc, c'est ce qui va se passer. C'est vraiment à l'intérieur de la personne. Alors que l'engagement, ça va être plus ce qu'on va appeler des comportements observables. Donc, ultimement, nous, ce qu'on veut en classe, oui, il y a la motivation, mais on veut qu'au final, les élèves soient engagés. L'engagement, c'est une des manifestations de la motivation. Il y a différentes façons d'être engagé, mais la motivation est un des moteurs qui va nous permettre justement de créer cet engagement-là, qui vont amener les élèves justement à participer à leurs cours et à s'impliquer dans ce qu'on va leur proposer. Donc,
on comprend bien la différence entre engagement et motivation. Ici, on va dans les modèles théoriques. C'est le seul écran théorique là, que je vais vous présenter. Quand on va au niveau des théories de la motivation, généralement, ce qu'on apprend là, quand on fait nos cours à l'université en pédagogie, on travaille souvent avec ce qu'on appelle le modèle de Viau. Et je donne un extrait parce que le modèle est plus complexe. C'est que, dans le fond, la motivation scolaire est déterminée par les perceptions de l'élève. Quand on parle de perception de l'élève, là, encore là, on est dans la base, c'est la valeur de la tâche. Est-ce que la tâche est utile? Est-ce qu'elle fait du sens pour moi en tant qu'élève? Et quand on parle de la perception de la compétence, c'est toujours l'enjeu de si la tâche est trop facile, elle n'est pas motivante, mais si elle est trop difficile, elle est décourageante. Donc, ça aussi, c'est une question de perception au niveau de l'élève. Et le dernier élément, c'est l'élément de ce qu'on appelle la contrôlabilité de la tâche, c'est-à-dire est-ce qu'on offre des choix aux élèves? Donc, c'est des éléments de la motivation scolaire tels que vus généralement en pédagogie. Par contre, en parallèle, il y a d'autres théories de la motivation qui s'appellent entre autres la théorie de l'autodétermination. Et dans le fond, le principe, c'est que vous allez reconnaître que c'est sensiblement les mêmes éléments, mais il y a une nuance importante, puis le récit va se pencher beaucoup sur cet élément-là. C'est-à-dire que selon la théorie de l'autodétermination, il y a 3 besoins psychologiques à nourrir pour s'assurer que les gens soient motivés et pour générer éventuellement de l'engagement, c'est le besoin de compétences. Donc, le besoin de compétences, on le voit très, très bien dans le modèle de Viau. Donc, ça va. Les besoins d'autonomie, pour être autonome, il faut avoir un certain contrôle, il faut être exposé à des choix. Jusque-là, ça va. L'endroit où ça accroche, c'est le besoin d'affiliation. Donc, je vous rappelle que selon ce modèle-là, il faut que l'élève soit nourri, puisse être alimenté par rapport à ces 3 besoins-là. Et le besoin d'affiliation, dans le modèle qu'on pourrait dire classique là, de motivation scolaire, on ne le retrouve pas de façon explicite. Donc, c'est vraiment là-dessus que je veux qu'on se penche. Et on sait que le besoin d'affiliation, et tous ces besoins-là proviennent des perceptions des élèves. Ces perceptions-là sont modulées justement par la communauté. Et je vais passer la parole à France, mais on a la communauté de classe et on a aussi la communauté de l'école qui vont moduler ces perceptions-là et en fonction, entre autres, du besoin d'affiliation. France, je te cède la parole. Au printemps passé, on a abondamment parlé de tout ce qui avait un lien avec le développement de la culture d'apprentissage auprès de nos élèves. D'ailleurs, je peux peut-être vous inviter, si vous avez envie d'approfondir le message, à retourner voir nos récits en direct qui ont été produits, là, donc les 10 premiers. Il y en a certains là, qui abordaient et qui approfondissaient tout ce qui était en lien avec la culture d'apprentissage. À distance, c'est encore plus important de développer cette culture d'apprentissage-là parce que les élèves, ils n'ont pas leur repère habituel qu'offre l'école. Donc, développer la culture d'apprentissage auprès des élèves à distance, ça va nous permettre de répondre à tous leurs besoins motivationnels. Par exemple, si on parle du besoin de valeur, de proposer des activités pédagogiques qui sont signifiantes, qui vont venir soutenir les intentions d'apprentissage et qui permettent de faire des liens avec des situations de la vie courante, ça peut être une façon de le combler, ce besoin-là. Du côté du besoin de compétences, on peut, avec nos élèves à distance, plus spécifiquement, définir avec eux des objectifs d'apprentissage, mais surtout des moyens pour mesurer le progrès. Je fais un peu de pouce sur ce que Guillaume vous a précédemment dit. Les défis qu'on va cibler avec les élèves, ça doit être des défis qui sont atteignables pour ceux-ci. Donc, ni trop difficiles, ni trop faciles. Finalement, pour combler le besoin de contrôle de l'élève, on peut peut-être penser à la différenciation pour pouvoir lui permettre de faire des choix, comme Guillaume l'a dit précédemment. Un autre élément là, qu'il faut absolument garder en tête, c'est la mise en place de l'accompagnement de l'autorégulation des apprentissages avec les élèves. Donc, de prévoir des rencontres avec les parents et avec les élèves pour s'assurer que l'élève fonctionne bien à la maison, que tout se passe bien. Ce sont des éléments dont il y a déjà été question précédemment. On n'a pas abordé le besoin d'affiliation. On n'en a pas parlé encore et pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, notre priorité était d'abord et avant tout d'offrir un service d'accompagnement pédagogique à ces élèves-là. Il a fallu mettre en place des routines avec eux. En date d'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que dans la majorité de nos milieux, les routines ont été mises en place autant en classe qu'à la maison.
Tout ce qui avait un lien avec les mesures sanitaires est maintenant intégré dans nos façons de faire et dans nos routines d'école et de classe. Aujourd'hui, c'est sur justement le besoin d'affiliation qu'on va se pencher. On n'a pas traité non plus, quand on parlait du design pédagogique, du lien avec l'enseignement à distance, de l'engagement, du sentiment d'appartenance des élèves. Donc, je vais passer la parole à Maude qui va pouvoir vous entretenir sur ce sujet-là. Alors, en temps de pandémie, et on l'a bien dit dans l'introduction, c'est-à-dire qu'on va surtout d'abord et avant tout se concentrer sur créer justement cette communauté-là d'apprentissage avec les élèves qui sont essentiellement virtuels. Pour quelles raisons est-ce que je vais orienter mon discours davantage par rapport à ça? C'est qu'il y a certains de nos élèves qui, depuis le début de la pandémie, ont vécu des transitions importantes dans leur vie scolaire, dans leur parcours d'étudiants, mais qui n'ont pas été associés aux routines scolaires telles qu'on les connaît à l'école d'avant. On peut simplement penser aux élèves du préscolaire ou aux élèves de la première année, mais également, si on transpose ça avec les élèves du secondaire, on peut penser aux élèves de secondaire 1. Ils n'ont pas été témoins de le vivre dans l'école d'avant, de ces rituels de passage-là. Et un des facteurs extrêmement importants de la motivation scolaire, c'est la question de la perception. Les récentes études, et notamment celles avec l'équipe de Roch Chouinard de l'Université de Montréal, chapeautée aussi par Thierry Karsenty, le disent. La perception qu'a l'élève de sa propre compétence est un facteur déterminant dans la motivation. Or, quand on est dans une classe régulière, l'enseignant, que l'on soit au préscolaire, au primaire ou au secondaire, est capable, à l'intérieur de ses routines de classe, autour du bureau de l'enseignant ou dans toutes les situations informelles qui se présentent, d'entretenir cette perception-là positive que l'élève va avoir, non pas nécessairement à partir de rétroactions qui seront sur les travaux, mais à partir de mots d'encouragement au quotidien. Mais avec des élèves qui sont en virtuel, de quelle façon, qui sont les autres acteurs que l'on peut mobiliser pour, en dehors des visioconférences synchrones que nous avons avec les élèves, être capable d'intervenir. Et c'est là où je plonge, tant au préscolaire qu'au primaire qu'au secondaire, avec l'impact de la discussion avec les parents. Il faut littéralement prendre le temps d'accompagner les parents à, pardonnez-moi l'anglicisme, à coacher leurs enfants à la maison sur la motivation scolaire. On l'a mentionné, on est à la fin du mois d'octobre, les mois de novembre et décembre arrivent et on sait pertinemment que ne serait-ce qu'en salle de classe, ce sont des mois pour lesquels on manque d'énergie. On peut penser que nos familles à la maison, au niveau de la motivation et de l'engagement, seront elles aussi démotivées, alors qu'il y aura une baisse au niveau de l'énergie. C'est important de rappeler aux parents que, et là j'attire votre attention peut-être juste un petit peu plus bas dans la puce, qu'un des facteurs qui a énormément d'importance sur la motivation de l'élève, c'est non seulement la perception de l'enseignant par rapport à ses capacités, l'effet prof que l'on appelle, mais la perception et la valeur qui est accordée à l'école dans sa famille. Fait que si on prend avec les seuils minimaux du temps pour accompagner les élèves, on peut peut-être essayer d'accompagner les parents aussi pour les soutenir dans leurs interventions auprès des enfants et les encourager à les encourager. Allons-y maintenant avec une autre lunette. On vient de parler des parents. Et si on revoyait nos stratégies en salle de classe pour motiver et pour engager les élèves? Ces stratégies-là sont facilement exportables tant en présentiel qu'elles peuvent se transposer également dans le mode virtuel. J'attire votre attention sur ce que Guillaume a glissé à l'écran, le modèle CLASSE. Bel acronyme qui dit classe, alors on a une référence directe. Modèle qui a été développé par Roch Chouinard et son équipe de l'Université de Montréal. Alors, quand on parle de motivation, il y a énormément de facteurs dont on doit tenir compte des composantes. Il y en a 6. Permettez-moi, peut-être pour les gens qui nous réécouteront en audio, simplement de les nommer rapidement. Il y a la conception de l'apprentissage, il y a le choix, la latitude qu'on accorde aux élèves, l'ambiance et la gestion de classe, dont Benjamin va vous parler tantôt, qu'on va essayer d'entretenir même au niveau virtuel, les situations d'apprentissage, de bien construire ces situations d'apprentissage, le soutien et l'accompagnement des élèves, ne serait-ce qu'au niveau de la perception et des discours internes, et également l'évaluation des apprentissages. Ce modèle-là classe est décliné en 6 parties.
Et à partir de là, on peut peut-être se sentir plus ou moins outillé pour savoir quelle porte d'entrée, quel serait, en tant que pédagogue, mon angle mort. Par quoi est-ce que je devrais commencer? Eh bien, pour appliquer concrètement en salle de classe ou pour outiller les parents aussi, j'attirerai votre attention sur un autre document que nous avons déposé qui est juste en dessous en lien. C'est un document qui a été produit par la Commission scolaire des affluents et qui reprend les 6 composantes dont on vient de parler qui ont un impact sur la motivation du modèle classe, mais qui vont à ce moment-là les décliner en gestes très observables ou en actions pédagogiques qu'un enseignant peut poser. Alors, c'est un document de 9 pages qui reprend et qui peut permettre à l'enseignant de faire une auto-analyse de ses propres pratiques pédagogiques. On vous encouragerait à le télécharger, à le regarder et à en discuter avec votre personnel parce qu'on fait le tour des 6 facteurs. Il me resterait un dernier point à aborder avec vous. On a parlé de l'importance de la perception du jeune, la perception qu'a la famille de l'école et de la motivation du jeune, surtout dans un contexte essentiellement virtuel. On a vu ensemble le modèle classe et l'outil qui peut nous permettre d'aller analyser nos propres pratiques pour se donner des objectifs. Mais quand on est dans un mode virtuel, nécessairement, l'éducation va passer par les outils numériques. Or, les outils numériques peuvent être un grand facteur d'engagement des élèves à une condition. Et c'est bien surligné, à condition qu'ils soient intégrés de façon réfléchie. Et c'est à ce moment-là que je vais passer la parole à Benjamin pour qu'on revoie ensemble des stratégies qui vont faire en sorte que la motivation, que le numérique soit au service de la motivation des élèves et non l'inverse. Alors, en salle de classe, en tant qu'enseignant, je me suis approprié la nouvelle réalité sanitaire. Les élèves aussi, comme le dit France et comme le dit Maude, je dois être en mesure d'utiliser le numérique afin d'engager mes élèves, de les motiver. Pensez au rôle qu'ont vos élèves présentement à distance. Est-ce qu'il s'agit de simplement écouter une prestation magistrale ou si les élèves qui sont à distance sont appelés à faire d'autres activités, d'autres interventions? Pour motiver les élèves, pour les engager, pour les amener à réellement comprendre notre matière, nos matières, pour répondre à leurs besoins d'affiliation, de socialiser, bien, en tant qu'enseignant, il faut les mettre en action et surtout les amener des fois à coopérer. Souvent, quand on parle aux enseignants de mettre les élèves en action, on pense automatiquement au projet. Sauf qu'un projet, c'est un moyen puissant d'apprendre, sauf qu'un projet, ça peut mobiliser plusieurs périodes et ça demande souvent un grand investissement en temps et en effort, tant chez les enseignants que chez les élèves. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Quelles sont les autres stratégies pédagogiques auxquelles on peut avoir recours pour mettre les élèves en action, coopérer ensemble, faire en sorte qu'ils fassent partie du groupe, même à distance? Et c'est là qu'on voit qu'il y a une panoplie de stratégies pédagogiques, de stratégies d'animation qui répondent à tous ces besoins-là. On en voit 2 rapidement. La première, qui a le nom « Donne un, prends un », a pour but de partager des idées ou des perspectives différentes sur une question dont il est possible d'avoir plusieurs réponses. Et dans le fond, ce que l'enseignant fait, c'est qu'il va poser la question, va amener les élèves à individuellement répondre à la question et ensuite, en dyades successives, les élèves vont être amenés à bonifier leur vision entre eux. Et ensuite, en retour en grand groupe, ce que l'enseignant fait, c'est qu'il va soit mettre l'accent sur les idées les plus étoffées, les plus pertinentes, ou faire des liens entre les différentes idées qui ont été ressorties avec les élèves. À distance, comment on fait ça? Bien, on n'a simplement qu'à utiliser un outil comme un diaporama collaboratif, comme un PowerPoint online, comme un Google Slide, dans lequel chaque élève possède sa diapositive et on a, avec les élèves à distance, que utiliser un outil de visioconférence afin que les élèves à distance puissent soit clavarder, échanger entre eux ou également en salle de classe et à distance pour les élèves d'échanger.
On a une autre activité qui s'appelle l'échelle de rétroaction. Ça, c'est pour apprendre à donner et recevoir de la rétroaction. Donc, avec les élèves, à distance comme en salle de classe, on établit une routine, on modélise avec eux la façon de donner une rétroaction, de poser des questions afin de clarifier l'intention qu'avait l'élève dans sa production. Si l'élève a fait une vidéo, une balado, un dessin, qu'est-ce qu'il voulait exprimer? C'est d'amener les élèves à valoriser les forces de leur production respective. C'est d'amener les élèves à être en mesure de poser des questions sur ce qu'ils comprennent moins bien de la production, puis amener les élèves également à suggérer des améliorations. Comme ça, l'élève qui est à distance ne fait plus juste écouter. Il peut partager ses idées, il peut bonifier celles des autres, il peut donner de la rétroaction ensemble. Et encore une fois, au niveau numérique, c'est nos outils de la suite nuagique, comme de déposer des commentaires sur un document collaboratif, comme un Google Document, un Google Slide, un PowerPoint, un Word, ou des fois, il y a d'autres outils en extérieur de notre suite nuagique qui permettent d'y arriver, comme l'outil, par exemple, PeerGrade. Le but, c'est donc d'utiliser des stratégies comme celle-ci, qui sont plus engageantes que le magistral, mais moins des fois prenantes que le projet de 4-5 périodes, qui répondent à nos intentions pédagogiques, mais également aux besoins d'engagement, de contrôle, de compétences, d'affiliation, de sociabilité qu'ont les élèves. Il faut se rappeler également qu'une stratégie ne devient qu'efficace que si elle est répétée fréquemment pour que les élèves puissent la comprendre et vraiment l'intérioriser. Donc, en tant qu'enseignant, ce qu'on a à faire en ce moment, c'est de se doter de quelques stratégies qui ont des visées différentes. Comme on l'a vu, on avait 2 stratégies qui avaient des visées différentes, soit partager des idées, se donner de la rétroaction. Et vous allez voir que dans les 2 ressources qu'on a données plus bas, soit les vignettes de pédagogie active de la Polytechnique ou les routines de pensée du projet 0 qui ont été faites par Harvard, qui a des idées des routines pour synthétiser des idées, approfondir des concepts. Donc, il y a plusieurs objectifs pédagogiques que les routines peuvent répondre. Donc, comme enseignant, le but, c'est d'avoir une certaine variété dans notre coffre à outils de stratégies qui vont plus loin que le magistral et le projet. Et c'est toujours de penser comment est-ce que le numérique peut m'épauler afin d'inclure les élèves à distance dans la communauté de la classe. Nos élèves, c'est des bébites à routine, peu importe si on est au primaire et au secondaire. Ils répondent très bien aux routines qu'on établit dans la classe. Mais quand ils sortent de la classe, quelles sont les routines qui ont été transformées? Quelles sont leurs expériences qui ont été transformées quand ils sortent de la classe, quand ils sont maintenant à l'école ou qu'ils sont entre 2 cours virtuels? Et c'est de ça dont Patrice va nous parler. Merci, Benjamin. Merci d'avoir accepté cet angle un petit peu différent de l'approche en tant que telle. Je voudrais pas que vous associez ce qu'on parle de vie scolaire à proprement parler à ce qu'on associe avec le parascolaire. Deux mondes complètement différents. Vos animateurs précédents ont clairement énoncé là, justement que l'école a une mission de socialiser. Alors là, on doit être créatif et varié sur les façons de maintenir cette socialisation-là. Et Benjamin l'a bien dit, les jeunes sont des bébites sociales. Ces jeunes-là sont des jeunes qui ont besoin de sentir cette présence de l'humain qui est autour d'eux, même s'il est devant un écran en tant que tel. Alors, même si on est dans le virtuel, il doit y avoir cette routine-là qui est là. Puis, juste d'entrée de jeu, au départ, Guillaume faisait l'accueil, saluait tout le monde, un après l'autre dans tout ça. Mais c'en est une routine virtuelle, ça, qui peut être facilement implantée dans le processus. Ce que je m'amusais à dire avec les récits lorsque je les ai rencontrés la semaine dernière, reproduisons le cadre de porte. Reproduisons le bureau du prof qui, vous le savez comme moi, au début et à la fin d'un cours, est souvent envahi d'élèves autour pour simplement poser des questions pour se rassurer ou encore juste échanger sur le résultat du match. Là, il n'y a pas bien de match de ce temps-ci, mais le résultat du match de la veille ou quoi que ce soit.
Alors, comment on peut le recréer, ça, cet environnement-là? Alors, le cadre de porte, là, il s'en passe bien des choses là-dedans. Moi, personnellement, quand j'étais prof, je me plaçais dans le cadre de porte pour accueillir les élèves qui est là. Mais là, si je suis devant mon écran, je le reproduis de quelle façon? Alors, ne pas faire un focus sur ce qui a été perdu, mais faire un focus sur davantage qu'est-ce qu'on peut recréer, de quelle manière on peut le faire. Et en plus de ça, ce qu'on pourrait appeler même, il y a des discussions quand les jeunes, quand il y a des battements de cours ou quand ils sortent de la classe dans le monde qui était avant celui-ci, ils se retrouvaient à l'extérieur, ils se retrouvaient à marcher dans l'école en tant que tel. Puis si vous posez la question aux surveillants, où est-ce qu'il y a un tel et un tel, ils vous l'ont dit, ce sont des bébites sociales, grégaires, qui ont besoin de se retrouver ensemble, et on sait tout de suite où est-ce que les petits groupes se retrouvent et se réunissent et tout ça. Alors, ces rencontres informelles-là ont besoin d'être créées aussi, ce qu'on pourrait appeler le banc de parc. Donc, ce banc de parc-là virtuel, comment on le recrée en tant que tel? Vous savez, comme moi, quand on fait un travail d'équipe, on a un focus sur ce qui va être la tâche à livrer, mais inévitablement, il y a une dérive de conversation qui se produit et tout ça. Et ça, c'est pas malsain, c'est juste qu'il faut l'avoir à l'intérieur de ça. De quelle manière on le recrée également? Ces structures-là de classe qui se sont déplacées peuvent être recréées d'une manière un petit peu différente. Et les jeunes également, je vous donne un autre exemple, le corridor, jadis, avait une vie en lui-même. Non seulement pour se déplacer, là, présentement, il est plus un objet de distanciation physique que de la vie qui se retrouvait là. Alors, les kiosques, quand il y avait des kiosques d'information qui se retrouvaient là, les jeunes allaient trouver un bagage, et il y a beaucoup d'enseignants qui sont impliqués dans la vie scolaire de l'école pour des clubs de différentes natures, pour des projets de différentes natures, que ce soit avec Amnesty International, quoi que ce soit, qui est nécessaire à la vie de l'élève en tant que tel. Mais si on a évacué tout ça pour toutes sortes de considérations sanitaires qui sont saines, qui sont correctes, mais comment on peut le recréer de façon virtuelle, ce corridor-là virtuel, où le jeune peut aller chercher de l'information qui est importante pour lui, pour son développement personnel, puis de créer peut-être un intérêt qui va être là, et en même temps de voir que son prof est impliqué dans telle ou telle activité. Donc, forcément, il y a un lien qui se crée là. De quelle manière on peut le faire, ça? Moi, je vous pose une question. En fait, je ne pose pas une question, je donne une prémisse par rapport à ça. Posez la question aux élèves. Consultez-les. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils souhaitent. On suppose beaucoup, nous, comme adultes, comme spécialistes de l'éducation, on pense qu'on sait ce qu'ils veulent. Mais le sait-on vraiment? Posons-leur la question. C'est essentiel. Vous n'êtes pas plus expérimenté qu'eux à l'heure actuelle au niveau virtuel. Vous avez des connaissances qui sont là. Vous êtes en train de mettre en pratique des choses et eux-mêmes sont en train de vivre la même expérience. On a appris au même rythme qu'eux dans le processus. Mais qu'est-ce qu'ils souhaitent? Y a-t-il un moment de la journée, y a-t-il un moment de l'heure en tant que tel avec laquelle on est consacré où on peut justement échanger sur différentes choses en, excusez-moi l'expression chinoise, en breakout rooms, où on va se retrouver avec des sous-groupes qui sont là, où vous allez pouvoir vous promener d'un sous-groupe à l'autre sur des sujets de prédilection qui ont été abordés. C'est des éléments sur lesquels on doit se préoccuper parce que forcément, ça fait partie de la réalité du jeune. Je vous dirais également, pour plusieurs écoles, il va y avoir des titulaires de groupe ou des tuteurs de groupe. Il y a différentes appellations qui peuvent être données. Il est devenu quoi leur rôle présentement? Parce que lorsqu'on est dans la classe bulle où le prof est là tout le temps avec eux, donc, l'intimité qu'on avait quand on pouvait avoir des rencontres, certaines écoles vont planifier des rencontres avec des élèves une fois ou deux par étape pour savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qui se passe, quelle est leur vie jusqu'à maintenant ou quoi que ce soit avec ces profs-là qui ont une signification importante pour eux, le titulaire ou le tuteur de groupe. Mais est-ce qu'on le fait de façon virtuelle? Est-ce qu'on crée cette petite bulle-là d'intimité un à un avec ce jeune-là et non pas seulement que les TES et les TS, là. Le prof a ce rôle-là aussi à jouer. S'il a dans sa tâche, il avait dans sa tâche le rôle de titulaire et tout ça, il va avoir un rôle très important à jouer dans cette connexion-là avec l'élève. Il y a une bonne expression chinoise, encore une fois, qui dit « connect before correct ».
Alors, la connexion avant la correction, donc de corriger, vous devez avoir cette connexion-là avec les jeunes. Et c'est dans la mission de l'école, la socialisation de ces jeunes-là. Alors, le prof va avoir un rôle bien important de par ses intérêts diversifiés. Je vous donne un exemple. Pour les élèves de 5e secondaire ou de 4e secondaire qui sont à une journée sur deux, on approche bientôt de la campagne électorale américaine. Ben, c'est un sujet qu'on peut aborder avec eux de différentes manières pour connaître un peu leurs intérêts. Il y en a sûrement qui sont des passionnés de politique à travers ça. Donc, comment on va aller les rechercher? Il va y avoir prochainement pour les grands amateurs de sport, parce que ces grands amateurs de sport-là, qui se sont vus couper leur passion très rapidement, ben ils sont en train d'écouter des matchs de foot ou des matchs de baseball. Les séries mondiales vont commencer prochainement. Donc, forcément, quel est ce contact-là que le prof peut avoir pour en discuter de façon informelle? N'allez pas tout le temps dans le formel à travers ça. Vos grands amateurs de musique, vos grands joueurs de musique qui sont là, qui là peuvent pas nécessairement se retrouver dans un petit local pour jouer leurs instruments de musique, mais peut-être qu'ils peuvent justement se divertir puis jammer ensemble à des heures très spécifiques dans le contexte virtuel qui est là, puis qui permet de reproduire leur passion, puis de partager cette passion-là. Alors, ce sont tous ces éléments-là qu'on peut aller chercher, qu'on donne une vitrine. Mais moi, je vous donne un conseil. Consultez vos élèves. Si vous avez des structures au niveau d'un conseil d'élèves, bien, consultez-les également, ces conseils d'élèves-là. Vous allez leur donner l'occasion d'avoir voix au chapitre, d'avoir également peut-être une idée qui sort complètement du champ gauche, mais qui est facilement réalisable et qui va justement légitimer l'action que vous voulez faire avec eux. Alors, les intérêts des jeunes, là, ils sont vraiment variés. Et ce qu'on veut, c'est qu'ils apprennent à vivre ensemble dans un contexte qui est différent. Là, présentement, au mois d'octobre, comme ça, vous allez voir les jeunes sous leur vraie nature. Fin août, septembre, ça a été une acclimatation pour tout le monde avec les nouvelles réalités qui sont arrivées. Là, présentement, là, vous allez voir le vrai ado qui va sortir, le vrai pré-ado de 5e, 6e année là, qui va recommencer à faire surface avec ce qu'il réclame et tout ça. Puis d'ailleurs, vous l'avez vu dans les médias récemment, ben les manifs ont commencé. Donc, ils s'occupent à trouver des sujets qui les animent, qui les passionnent et tout ça. Alors, comment on canalise tout ça? Comment on leur donne justement l'occasion de faire valoir leur passion? Et parfois leur passion pédagogique à travers ça. Alors, demandez-leur de collaborer. Faites-en des collaborateurs dans votre classe. Vous n'avez pas nécessairement le temps de trouver une vidéo qui pourrait être un extrait d'un film XYZ pour votre cours. Posez-leur la question. Ils vont vous le trouver. Filtrez-le. Puis vous allez pouvoir l'intégrer à votre cours en même temps. Donc, cet élément-là, il y a cette dimension-là qu'on doit maintenir. Alors, reproduisons le cadre de porte, reproduisons le bureau de prof qui est là et avec des rituels. Je vous le dis, les jeunes aiment ça. Là, maintenant, dans la cafétéria, tout le monde s'assoit à la même place selon le groupe classe, bulle et tout ça. Et parfois, c'est dans la classe même. Mais auparavant, là, ces jeunes-là, dans la cafétéria, on ne les cherchait pas. Là. Ils sont toujours assis à la même place, puis ils vont toujours à la même place, même si on ne leur assigne pas de place. Ils ont besoin de cette routine, puis de cette connexion-là avec l'adulte qui est là. Que ce soit juste d'ouvrir votre cours avec un petit jingle, une petite musique là, qui est là. Même s'ils vous disent qu'ils la trouvent bien quétaine, ben ils ont hâte qu'elle joue, cette petite musique bien quétaine-là, au moment où elle doit jouer. Alors, quelques petites pistes en tant que telles là-dedans. Vos titulaires, vos profs ont un rôle bien important à jouer dans cette réalité virtuelle-là qui est là. Alors, voilà. Moi, j'ai fait pas mal le tour à travers ça. Merci beaucoup, Patrice. Je vais simplement pour le bénéfice de nos auditeurs, on avait discuté avec toi là, des différents points que tu as présentés. Et dans l'infographie, vous allez retrouver, dans le fond, un résumé des propos. Donc, tu avais parlé, entre autres, de recréer ou créer des habitudes propres au virtuel, organiser des moments informels, impliquer les élèves dans l'organisation de la vie scolaire
et permettent aux élèves de contribuer à la société, là, donc un petit peu plus large. Je vous rappelle qu'au début, on avait vu que la motivation avait différentes composantes et que la composante négligée, c'était vraiment le besoin d'affiliation. Puis, ce que tu nous as mentionné, là, c'est des excellentes pistes pour bonifier, justement, venir combler ce besoin-là. Et j'ai bien aimé là, quand tu disais, les jeunes vont commencer à se mobiliser, les manifestations. On a avantage en tant qu'école, de trouver des moyens pour que ça s'organise, parce que les jeunes vont s'organiser par eux-mêmes. Ils vont trouver des canaux, des endroits différents là, pour exprimer ce besoin-là. Au travers de tout ce qui a été mentionné, simplement mentionner qu'on vous a placé une boîte à outils pour tout ce qui est au niveau de la santé mentale. C'est un sujet que je vais vous avouer qu'en tant qu'équipe, on était peut-être un petit peu moins à l'aise à aborder directement parce que c'est un domaine vraiment qui repose sur des spécialistes. Par contre, on vous invite, vous avez le colloque de la santé mentale, vous avez tous les détails avec le lien ici. Oui, les dates ont changé cependant parce qu'on s'est adapté avec la nouvelle réalité. Oui, évidemment. On l'avait tassé au 2 décembre, mais là, on l'a remis à la fin. On l'avait remis fin janvier, puis là, il est venu se glisser le bulletin. Fait qu'on l'a repoussé le dernier mercredi, jeudi, vendredi de janvier. Alors, donc, vous allez avoir... L'adresse du site reste la même. Reste la même, donc je vous invite, on va changer l'infographie, je vous invite à consulter. Donc, ça peut être une bonne façon justement de vous équiper quand au-delà de tout ce qu'on vous a mentionné au niveau de la motivation, là, ça ne va pas encore, vous avez une occasion ici. Vous avez aussi webinaire, différents documents là, qui vont aborder, qu'on vous met dans votre trousse à outils pour laquelle vous pourrez vous référer. Donc, c'est des ressources supplémentaires. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce que je peux peut-être simplement ajouter un petit quelque chose pour le primaire? Au primaire, l'espace de socialisation privilégié, on n'oublie pas, et c'est souvent ce qui va rendre anxieux plusieurs de nos élèves, c'est la cour de récréation. Parce qu'au primaire, souvent, on sait exactement à quelle table on va aller manger, notre titulaire vient nous reconduire à cette table-là, mais l'enjeu ensuite, c'est la grande cour de récréation alors que tout le monde s'y retrouve. Cette année, c'est un petit peu plus facile, on est en vue de classe. Mais si on commence déjà à penser à nos élèves qui sont à la maison, bien assistés de leurs parents, est-ce qu'on peut déjà peut-être réfléchir à eux au niveau de l'enjeu de la cour de récréation, ce que ça représentera l'année prochaine? Je sais qu'il y a certaines de nos écoles dans le réseau qui ont eu cette bonne idée-là, c'est-à-dire qu'ils font des récréations virtuelles. Alors que les autres élèves sont à l'extérieur au même temps, au même moment dans la journée, ils vont permettre aux élèves qui sont à la maison de se retrouver dans cette salle de classe-là virtuelle qui est souvent surveillée par un enseignant. Pour quelle raison? En pensant à plus tard. Les élèves, quand ils vont revenir à l'école, certes, ils n'auront peut-être pas foulé le bitume que vous avez autour de l'école, mais ils vont être capables, il y a des visages connus avec qui ils vont déjà avoir passé certains moments de récréation. Et on peut déjà parier que ces élèves-là, bien qu'ils se sont rencontrés dans une récréation virtuelle, vont déjà avoir un sujet de conversation bien réel quand ils vont retourner dans vos cours de récréation. Alors ça, j'ai l'impression que pour le primaire, c'est quelque chose, c'est une initiative qui est installée dans certaines écoles et qui risque d'atténuer énormément l'anxiété liée à la cour de récréation au retour à l'école d'avant, si vous me permettez. Le mot de la fin, Christian, est-ce qu'on te le laisserait? En fait, je vais laisser mon collègue Patrick. Donc, j'ai débuté tout ça. On va conclure avec Patrick. Donc, je laisse la parole, Patrick. Oui, merci. Merci à tous de votre présence. J'ai quand même noté qu'on était tout près d'une cinquantaine, 48-49 en partie à ce récit en direct numéro 11. Alors, je vous remercie bien gros d'avoir été là. Alors, avant de cesser l'enregistrement, on peut pas ne pas remercier notre collègue Patrice, bien sûr, d'avoir consacré du temps à ce terme, ce mot très important en motivation, surtout en ces temps de pandémie. Et Dieu sait qu'on entend parler énormément dans les réseaux sociaux, dans nos courriels, dans nos téléphones. Alors, chapeau, Patrice, d'avoir fait un petit mot pour nous ce matin. Et il ne faut pas oublier de remercier nos collègues du récit qui se sont penchés là-dessus dans les dernières semaines pour organiser tout ça ce matin. Et comme Guillaume le dit souvent, rappelez-vous qu'il y a une adresse pour aller chercher les présentations de ce matin. Peut-être que, Guillaume, tu peux nous rappeler le bit.ly.
Ah, tu l'as mis dans le clavardage. OK, alors vous pouvez aller retrouver là, toute la présentation et la refaire à vos employés, bien sûr, il n'y a pas de problème là. Et sur ce, ben, je vous remercie bien gros d'avoir été présent et on se donne rendez-vous à un prochain récit en direct numéro 12. Bonne fin de journée tout le monde. Au revoir.